Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable puzzle neurologique. Imaginez un peu, le corps envoie des signaux qui semblent pointer dans une direction, mais en réalité la blessure, elle, se trouve complètement à l'opposé. C'est une énigme qui a l'air de défier toute logique et on va la résoudre ensemble. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Disons qu'un patient a des symptômes du côté gauche. Le premier réflexe, tout à fait logique, ce serait de chercher la cause de ce même côté, à gauche. Mais, et si la lésion était en fait à droite ? C'est tout le mystère qu'on va éclaircir. Attention, ce n'est pas juste une énigme pour le plaisir. C'est un véritable cas clinique, bien connu en neurologie, notamment vétérinaire, mais dont les leçons, elles, sont universelles. Son nom, le syndrome vestibulaire paradoxal. Pour que ce soit bien clair, comparons un peu. D'habitude, c'est assez simple. Une lésion à droite donne des symptômes à droite. C'est intuitif, c'est logique. Mais dans le cas du syndrome paradoxal, eh bien tout s'inverse. Une lésion à droite va provoquer des symptômes à gauche. C'est cette contradiction, ce paradoxe qu'on va expliquer. Ok, avant de plonger tête la première dans le paradoxe, revenons un peu aux bases. Comment est-ce que notre cerveau arrive à nous maintenir en équilibre en temps normal? Parce que pour comprendre ce qui ne va pas, il faut d'abord comprendre comment ça marche quand tout va bien. Le grand chef d'orchestre de notre équilibre, c'est lui, le système vestibulaire. Il faut le voir un peu comme le gyroscope interne de notre corps. Il a ses capteurs qui se trouvent dans l'oreille interne et son centre de commandement, lui, est bien au chaud dans le cerveau, plus précisément dans le tronc cérébral et le cervelet. Et voilà le point absolument essentiel à retenir. En temps normal, les deux côtés de ce système, le gauche et le droit, sont dans un dialogue constant. Ils s'envoient des signaux électriques d'une intensité parfaitement égale. C'est cette symétrie, cet équilibre parfait des forces qui nous permet de nous tenir debout sans même y penser. Et qui est le gardien de cet équilibre? C'est le cervelet. Mais attention, son rôle est un peu contre-intuitif. Il n'est pas là pour accélérer quoi que ce soit. Au contraire, il agit comme un frein. Il exerce une pression constante, égale, des deux côtés, pour être sûr qu'aucun des deux ne prenne le dessus. C'est le grand modérateur du système. Bon, on a les bases. Alors, comment une simple blessure peut-elle mettre tout ce système sens dessus-dessous? Eh bien, la clé de l'énigme, elle se trouve dans une défaillance de ce fameux système de freinage qu'on vient de voir. Imaginez une lésion qui touche une partie bien précise du cervelet, ce qu'on appelle le lobe flocculonodulaire. Cette lésion, elle ne détruit pas une fonction, non, elle supprime une inhibition. En gros, elle lève le pied du frein. Mais attention, d'un seul côté. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment Eureka. La lésion ne cause pas une faiblesse. Au contraire, en levant le frein, le côté qui est blessé ne devient pas plus faible, il devient hyper actif. Il se met à crier beaucoup, beaucoup plus fort que le côté sain, qui lui continue de fonctionner normalement. Et là, le cerveau est complètement perdu. Il reçoit ce signal surpuissant du côté blessé et il l'interprète comme un mouvement de tête très rapide de ce côté-là. Sa réaction, qui est un réflexe, c'est d'essayer de compenser. Il ordonne au corps de pencher et à la tête de s'incliner, mais de l'autre côté. Il essaye de corriger un déséquilibre qui en réalité n'existe que dans les signaux erronés qu'il reçoit. D'accord, on comprend maintenant le problème. Mais alors, comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau? Comment un clinicien peut-il déjouer ce tour de passe-passe du cerveau pour trouver la vraie localisation de la lésion? La question est donc la suivante. Si les signes les plus évidents, comme la tête penchée, nous envoient sur une fausse piste, quel est l'indice fiable? Celui qui ne ment jamais. Il doit bien y en avoir un. Regardons ça de plus près. L'inclinaison de la tête, le côté de la chute. On voit bien que dans le syndrome paradoxal, tout pointe du côté opposé à la lésion. C'est trompeur, mais regardez la dernière ligne, les déficits proprioceptifs. Eux, ils restent toujours du même côté que la lésion, peu importe le type de syndrome. Voilà notre indice fiable. Cet indice, c'est donc la proprioception. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement la capacité du cerveau à savoir où se trouvent les différentes parties du corps dans l'espace sans avoir besoin de les regarder. Et cette information-là, eh bien, elle n'est pas affectée par le paradoxe. Elle pointe toujours, sans se tromper, vers le côté de la lésion. Du coup, la démarche de diagnostic devient une sorte de jeu de détective. D'abord, on observe les signes évidents, la tête penchée, pour identifier ce qu'on pourrait appeler le côté apparent du problème. Ensuite, et c'est le plus important, on met de côté cette première impression et on teste la proprioception. Le côté qui présente un déficit, c'est là et seulement là que se trouve la véritable lésion. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de toute cette histoire? Quel est le principe fondamental qu'un clinicien doit garder en tête face à ce genre de situation? Une citation de nos sources résume tout ça à la perfection. Face à des symptômes vestibulaires qui semblent contradictoires, la règle d'or est simple. Il faut faire confiance au déficit proprioceptif. C'est la seule boussole qui reste fiable quand tout le reste du paysage neurologique semble complètement inversé. Et bien sûr, comprendre ce mécanisme, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est absolument crucial dans la pratique pour éviter de se tromper de côté,
pour poser le bon diagnostic et, au bout du compte, pour proposer le bon traitement au bon endroit. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si le cerveau peut nous tromper de manière aussi complexe juste sur notre équilibre, on peut se demander combien d'autres mécanismes contre-intuitifs, combien d'autres paradoxes de ce genre se cachent encore dans les profondeurs de notre système nerveux et attendent simplement qu'on les découvre.